Ses partisans l'attendaient depuis 9 ans. Ils pourraient bientôt accueillir leur leader, Laurent Gbagbo, a annoncé avoir enfin obtenu un passeport Sésame pour enfin rendre possible et dans les conditions idoines son retour en Côte d'Ivoire. Et l'ancien président n'a pas envie de traîner davantage hors de son pays. Il espère rentrer en ce mois de décembre. Ainsi a-t-il mandaté Asso Adou, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, du moins l'aile qui lui est restée fidèle, de prendre langue avec les autorités ivoiriennes pour que ce retour se fasse dans la quiétude que représente le retour imminent de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les passeports à lui remis rentrent-ils dans les mesures de décrispation attendues par l'opposition? Quel impact ce retour pourrait avoir sur le climat socio-politique en Côte d'Ivoire? Enfin, ce retour devrait-il intégrer d'autres opposants comme l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé? Ce dernier a néanmoins évoqué dans un communiqué son retour en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. De tout ceci sera question au cours de ce plateau. Côte d'Ivoire, délivrance de passeport à Laurent Gbagbo. L'ex-président veut rentrer en décembre. Pour quels impacts? C'est le thème central du plateau du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Madeleine Kondo, bonjour. Bonjour, monsieur Towano. Je rappelle que vous êtes panafricaniste, présidente, fondatrice de l'ONG AUCR, African Union for Human Rights. Ma première question est pour vous, Madeleine Kondo. Que représente, selon vous, le retour imminent de Laurent Gbagbo, on va dire 9 ans après son départ? Il est parti en 2011, il a été détenu, il n'avait jamais pris la parole. Ça a été chose faite il y a quelques semaines où il dénonçait notamment le fait de n'avoir pu rentrer en possession de passeports qui lui étaient garantis. Selon vous, qu'est-ce que représente ce retour-là? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Oui. Il faut s'en réjouir, surtout pour ses proches. C'est-à-dire, je veux parler de sa famille biologique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand il n'était pas là. Sa génitrice a rejoint la terre de nos ancêtres sans qu'il ait pu même lui dire ses derniers mots ou alors assister à son enterrement et même rester aux côtés de ses pères, ne serait-ce que pour quelques heures ou quelques jours, selon la durée qu'il aurait obtenue de la CPI pour assister aux obsèques de sa mère, pour partager ces moments de douleur, ces moments de tristesse et ces moments de retrouvailles, même si ce n'est pas vraiment dans la joie. Et je pense qu'on aurait dû le faire. Mais si ça ne s'est pas passé aujourd'hui, le fait même d'apprendre qu'il rentre, voici des gens qui sont contents. Quelles que soient les conditions dans lesquelles il rentre, quel que soit l'état dans lequel il rentre, j'insiste sur l'état parce que M. Alassane Dramane Ouattara, président sortant depuis le 31 octobre 2020, date officielle des élections qui n'ont pas pu se dérouler, M. Alassane Dramane Ouattara avait évoqué l'état de santé de M. Laurent Gbagbo. C'est pourquoi j'insiste pour dire, pour l'amour que nous avons pour lui, pour le respect que nous avons pour lui et pour son charisme, nous ne sommes pas concernés par son état de santé. Nous voulons le voir et le plus tôt possible pour que tous ceux qui ont gardé cet espoir, ceux même qui sont désespérés, puissent reprendre le cours de la vie et participer à la vie comme une fleur qui est restée pendant des jours sans être arrosée et qui reçoit ses premières gouttes d'eau. Voilà, Madeleine Kondo. Sur le même date, Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire, c'est à saluer. Que du bonheur. Dans la démarche de la paix. Que du bonheur, que du bonheur. Qu'attendent les Ivoiriens, et plus particulièrement ses partisans, surtout la famille. Vous savez, un jour déjà de perdu dans la vie, un jour de séparation par rapport à un être qui vous est cher, c'est beaucoup. Alors, 9 ans, c'est quand même trop long. C'est quand même trop long. Et il faut voir le paramètre politique, n'est-ce pas, de son retour,
à savoir que cela, certainement, tel qu'il a souvent annoncé lui-même, il faut s'asseoir et discuter, certainement augurera d'une paix certaine, vu que c'est un homme de dialogue. Donc, le paramètre économique n'est pas évoqué sur ce plateau, mais par contre, le volet social et culturel et culturel peut être aussi évoqué. Donc, le retour du président Laurent Gbagbo, pour nous, panafricains, que demandons de mieux? Alors, Madeleine Kondo, dans cette démarche-là de la paix, est-ce que Laurent Gbagbo est décisif pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire? C'est un chantier sur lequel le président Alassane Ouattara a reçu beaucoup de critiques. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que le retour annoncé de Laurent Gbagbo participe de ce climat de paix et de concorde entre les Ivoiriens? Absolument, absolument, parce que la paix telle qu'enseignée par feu Félix Houphouët-Boigny, que nous avons toujours connue, je pense que le président Laurent Gbagbo, son retour va engager et réveiller cette notion de paix véritable à laquelle nous, Ivoiriens, nous, Africains de la sous-région et tous les Africains du continent, nous avons toujours rêvé. Et je vais ouvrir cette parenthèse pour dire que je ne pense pas que M. Alassane Dramane Ouattara, président sortant de la Côte d'Ivoire, donne ou alors comprenne le sens que nous donnons au mot paix. Parce qu'il a posé des actes, par exemple dans la démarche de son administration. Il y a des failles, il y a des éléments qui l'éloignent, qu'il le veuille ou pas, qui l'éloignent de la paix. Même si, par travesti, il veut nous faire croire qu'il incarne la paix, qu'il pratique la paix et qu'il veut la paix. Nous nous inscrivons en faux devant cela parce que la paix exige d'abord la paix sociale, d'abord la paix économique et ensuite, pour tout finaliser, la paix politique. Et là, sur les trois aspects, nous ne reconnaissons pas M. Alassane Dramane Ouattara, encore moins des actes qu'il aurait posés dans le souci même de la véritable paix. Parce que quand vous demandez la paix, et que depuis 2011 jusqu'à ce jour, même vos mentors, quand je dis vos mentors, ceux qui l'ont supporté dans la rébellion, ceux qui l'ont aidé à atterrir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à la présidence, sur ce char français, tous les alliés de l'OTAN, et même certains de nos pères, c'est-à-dire des peuples autour de nous que nous avons toujours considérés comme une partie de nous, comme nos frères et sœurs, des gens qui fuyaient par exemple la persécution dans leur pays, que nous avons accueillis, avec qui nous avons été à l'école, par le biais de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qui ont participé et supporté cette rébellion pour endeuiller les familles. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est peut-être méchant de le dire, mais pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, même s'ils ont été de passage ou alors ils se sont installés là-bas, ils comprendront la valeur et la persistance de mes propos. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un que vous avez supporté de chercher à réconcilier les gens. Et il ne l'a pas fait. Et vous êtes toujours derrière lui. Alors que dans vos pays, dès qu'il y a des soulèvements, vous faites tout, vous montez au courrier, vous appelez l'Assemblée nationale ou le Sénat à se réunir, ne serait-ce que pour que la poussière n'aille pas plus haut que prévu par les manifestants. Et vous l'avez supporté jusqu'à ce jour. Il a été acquitté pendant son procès à la CPI. Mais qu'est-ce qu'il fait encore en Belgique? Et à partir de ce moment, je dis que ce que nous attendons comme paix et cohésion sociale en Côte d'Ivoire, M. Ouattara ne travaille pas dans ce sens-là. Voilà. Vous ne pouvez pas demander la paix et emprisonner des gens, maintenir des gens, séquestrer des gens, empoisonner des gens.
En un mot, détruit même la population ivoirienne. Vos accusations sont extrêmement graves. Nous allons tempérer. Sur le même date, le retour de Laurent Gbagbo, quoi qu'on dise, quels que soient les reproches qu'on puisse faire au président Alassane Ouattara, il y a quand même eu une volonté personnelle du chef de l'État ivoirien de favoriser ce retour-là. Sinon, on a vu, il y a quelques semaines, que visiblement le président Laurent Gbagbo avait des difficultés pour entrer en possession de ses passeports. Aujourd'hui, il en a 2, donc il faut forcément saluer cela. Puisqu'on lui permet de rentrer en Côte d'Ivoire, il va forcément échanger dans les prochaines semaines à travers ses représentants avec l'autorité en place pour favoriser ce retour-là, permettre à ses soutiens, à ses partisans, à sa famille de pouvoir entrer en contact physiquement avec lui au terme de 9 ans. Il faut forcément saluer cela dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas mon avis du tout. Le président Laurent Gbagbo n'a pas demandé à aller à la CPI. Il n'a jamais demandé à faire du safari par là-bas. Ceux qui l'ont envoyé là-bas, normalement, devaient se charger de son retour. Et dans les règles de l'art, il y a des actes qui sont posés par ce régime qui ne concourent pas du tout à la paix. Alors, nous suggérerons, n'est-ce pas, que le retour du président Laurent Gbagbo soit coiffé par la communauté internationale, celle-là même qui a bien voulu qu'on le déporte à la CPI, à savoir que sa sécurité doit être garantie. Les émoluments dus à un ancien chef d'État devraient lui être accordés et lui et sa famille doivent pouvoir se retourner et opiner librement sur les problèmes liés à la Côte d'Ivoire. Après tout, c'est un citoyen ivoirien et pas n'importe lequel. Et j'espère que les velléités diaboliques que nous avons connues de manière préélectorale, électorale, puisse ne pas prendre le devant sur son retour en Côte d'Ivoire. C'est mon avis sur la question. Madeleine Kondo, Laurent Gbagbo a été acquitté, on le sait, de crimes contre l'humanité en première instance en janvier 2019. Un appel est toujours à l'étude. Quelle est votre lecture de cette possible procédure? Est-ce que, selon vous, on devrait, pourquoi pas, classer sans suite cette affaire, puisque visiblement, en première instance, il y a eu procès et les juges ont fini par dire que les éléments à charge n'étaient pas constitués, on ne pouvait pas continuer à le garder dans les geôles de la CPI pour ces motifs-là. Il a donc été libéré. Est-ce que selon vous, on doit arrêter cette procédure-là? Quelle est votre lecture là-dessus? Merci de me passer la parole. J'ai vu tout à l'heure que le débat a commencé à être un peu houleux sur la question de M. Ouattara, président, ou M. Ouattara, pas président, ou bien est-il encore président? Je pense que notre expérience, par exemple, aux États-Unis, ce pourquoi nous sommes confortables quand nous nous exprimons avec tous ceux qui vivent ici, que ce soit ceux de la diaspora ou alors ceux même à qui appartient le pays, je veux parler des Américains de souche, nous sommes à l'aise dans nos propos à cause de la Constitution, à cause des libertés préservées et à cause du respect des institutions. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ancien président de Côte d'Ivoire, qui n'est plus président depuis le 31 octobre 2020, et je reviens dessus. Il y a eu élection le 31 octobre, Madeleine Kondo. Il y a eu élection le 31 octobre. C'est ce que je vais vous dire. Il n'y a pas eu élection. Je vais développer, si vous pouvez me permettre, je vais accepter vos questions, mais laissez-moi finir. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, la constitution actuelle, c'est lui qui l'a conçue, c'est lui qui a donné les recommandations à tous les juristes qui étaient de son côté pour l'écrire de cette façon. Et dans cette constitution, il y a un article qui dit que si vous êtes élu à moins de 35%, je ne sais pas si c'est 35 ou bien 38%, mais ce qui est sûr, à moins de 40%, votre élection ne peut pas être validée. Alors... Le pourcentage est au-delà de 50. Je ne vous arrête pas. Le pourcentage est au-delà de 50. Le pourcentage officiel pour ces élections-là est au-delà de 50. Je vous dis, laissez-moi finir. Allez-y. Il se trouve que cette parodie d'élection qui a eu lieu le 31 octobre, nous avons reçu des documents où les gens même ont commencé à émarger, c'est-à-dire à voter avant
le vendredi, que nous avons soumis au mentor de M. Alassane Dramane Ouattara. Et quand vous soumettez un document par la voie de l'Internet, la date est dessus. Vous ne pouvez pas changer. Et les gens ont envahi les sites officiels de tous ces gouvernements qui le supportaient avec toutes les images de fraude et autres. M. Alassane Dramane Ouattara, d'après lui-même ses observateurs, que sa femme d'ailleurs a reçu, à qui ils ont donné de l'argent, à qui ils ont offert à manger. Et il y a une dame, excusez-moi du terme, de dire cette femme blanche-là, qui a dit « Et pourquoi vous faites des photos ?» C'est pour vous dire, ils savaient où ils allaient, mais ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils ont eu à partager un repas chez monsieur et madame Ouattara. Et d'après les rapports des observateurs et même des chaînes des médias étrangers, il s'est trouvé qu'ils ont dit que M. Alassane Dramane Ouattara a été élu à moins de 8%. Alors mon frère, vous pensez que c'est normal que M. Ouattara, aujourd'hui, il envisage de faire une prestation de serment, c'est-à-dire le 12, le lundi prochain. Vous estimez que c'est normal que dans un pays, et surtout dans le millénium actuel où nous vivons, que quelqu'un doit aller prêter serment et constituer un gouvernement en faisant fi des 92% qui n'ont jamais voulu le voter, qui n'ont jamais accepté qu'il soit candidat. Et à partir de ces articles conçus dans notre constitution, M. Ouattara n'est plus président. Vous pouvez, peut-être, parce que vous êtes modérateur, ou alors vous ne vivez pas certaines situations qui se sont passées au pays, vous allez maintenir le fait que M. Ouattara est président. Mais ça, c'est dans votre univers. Mais nous, Ivoiriens, quel que soit là où nous résidons, nous savons, avec ceux qui sont allés observer, qui ont parlé de moins de 8%, nous savons qu'à ce jour, il n'y a pas de gouvernement en Côte d'Ivoire, si ce n'est le Conseil national de transition, présidé par le président Henri Konan Bédié, qui sera le seul organe, la seule entité, j'insiste dessus, la seule entité pour expédier les affaires courantes. Parce que si M. Ouattara est obligé de vilipender des marchés de la Côte d'Ivoire à Bouygues-Bolloré, et en même temps qu'il dit français, il dit Macron, nous allons, président Macron, vous m'excusez, nous allons éviter que nous, on ne doit pas compter. Et là, je ne sais pas à quel moment nous allons compter. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit des fils de la Côte d'Ivoire qui ont exprimé leur refus du 3e mandat. Il peut l'habiller comme il veut. Premier mandat de la 3e République ou bien 3e mandat, mais nous savons que M. Ouattara a été à la tête de la Côte d'Ivoire 10 ans. Et dans la Constitution, qui est notre loi fondamentale, c'est dit que vous ne pouvez pas briguer un autre mandat. Voilà, votre avis, il est clair, on l'aura compris, même si, on va dire, dans la forme et peut-être dans le fond, il y a des éléments sur lesquels je pourrais revenir, notamment le fait que le pourcentage de 8% dont vous parlez, ça peut se constater dans certaines régions où personne n'est sorti voter, où tout le matériel de vote a été brûlé, mais dans d'autres régions, les gens sont sortis massivement voter et un peu partout sur le territoire ivoirien. Que reste-t-il à faire aujourd'hui, Souleymane Hamzat, pour rechercher l'apaisement? Et quels sont les chantiers prioritaires selon vous? Déjà, faire entrer le président Gbagbo, libérer tous les détenus politiques, militaires et civils. Parce qu'il y a des détenus d'opinion, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il faut les libérer tous. Ce n'est que dans un consensus que la Côte d'Ivoire ira vers la paix. Organiser ensuite une assise nationale et aller vers des élections crédibles et transparentes. Ouvrir complètement le jeu démocratique. Sans ces préalables, la Côte d'Ivoire ne pourra pas augurer d'une paix certaine. On va certainement aller... ils vont l'investir, on va aller vers encore un autre gouvernement, et les mêmes problèmes vont ressurgir et recommencer à se perpétrer. Il faut revenir maintenant au cas des droits de l'homme. Tous ceux qui ont subi des préjudices, ils doivent être entendus.
et ont besoin d'être dédommagés. On ne peut pas les laisser comme ça dans des conditions d'oubli. Parce que l'oubli apporte la frustration. Et la frustration engendre la violence. Et quand il y a violence, vous et moi, là, on n'est plus en sécurité. Donc il va falloir que ceux qui ont à charge les droits de l'homme, je ne veux pas parler de ces ONG-là qui jouent les médecins après la mort. Je parle des Ivoiriens eux-mêmes. Il y a des ONG ivoiriennes qui peuvent se lever et faire des enquêtes. S'il faut aller vers une... comment ils ont appelé ça, un conseil de réconciliation nationale, comme ça s'est fait en Afrique du Sud, pour le pardon, qu'ils aillent vers ce genre de méthode. Et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste, à tout point de vue, à tout égard, un très beau pays. J'ai connu ce pays-là plusieurs fois. C'est un pays dans lequel règne la joie, la paix, le bonheur. Et depuis 1995, ce pays-là 1995, ce pays-là se retrouve assujetti par, je ne sais pas, les démons de la division. Et cela n'augure pas d'un lendemain meilleur. Et à un moment donné, il va falloir aussi, et c'est une suggestion, que la classe politique soit renouvelée. Nous demandons aussi, j'allais oublier, le retour express du président Soro Guillaume. Il faut qu'il rentre, c'est un citoyen à tout prix. Et que surtout on ne revienne pas sur cette histoire de condamnation de 20 ans pour le ministre Charles Blé Goudé, pour le président Laurent Gbagbo. Si on veut aller dans un souci d'apaisement, vers une paix certaine, ces jugements qui ont été faits à la volée doivent être mis dans les tiroirs dans un souci d'apaisement et qu'une assise nationale se tient afin d'aller vers une paix certaine. Alors, Madeleine Kondo, Laurent Gbagbo lui-même a salué la délivrance de son passeport et, comme étant un acte qui va dans le sens de l'apaisement. Il demande aux autorités ivoiriennes de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat sociopolitique. Selon vous, quels sont les leviers sur lesquels le régime en place devrait axer pour détendre encore plus l'atmosphère et ramener un peu plus de paix en Côte d'Ivoire? Merci encore une fois. Avant de commencer, je dirais ceci. Une chose est de vous tirer une balle dans le pied par accident. Une autre aussi est de recharger le fusil. Parce que vous l'avez fait par ignorance ou alors vous ne savez pas manipuler l'arme. Alors si vous êtes honnête avec vous-même et que vous avez choisi de vivre, vous allez laisser le fusil tel qu'il est. Mais si vous mettez une balle encore dans le fusil, c'est dire que vous vous rendez dans une situation suicidaire. Pour dire que, avant d'arriver au passeport du président, aux deux passeports du président Laurent Gbagbo, je dirais ceci. M. Soro Guillaume, il a été condamné à 20 ans. M. Ouattara a donné comme raison qu'il aurait décidé de faire un coup d'État, qu'il aurait détourné de l'argent pour acheter une maison et tout ça. Je vais aller sur peut-être 2 ou 3 petits points. M. Soro Guillaume lui-même, au cours d'une réunion ou bien d'une conférence de presse à Paris, il a dit que M. Ouattara dit qu'il a l'argent. Mais il se rappelle, quand moi j'envoyais Soul to Soul, aller lui remettre de l'argent, il est sorti de la douche avec une serviette à la taille. Et Soul to Soul lui a remis l'argent. Il n'avait pas l'argent. M. Soro Guillaume, quel travail il faisait pour lui donner cet argent? Le problème, c'est qu'il y a eu des gens qui étaient avec M. Soro Guillaume dans les zones du nord jusqu'à vers Katiola, Boaké et autres. Ils se contentaient de prendre les recettes dans les mairies, tout ce qui était l'argent des impôts. Vous proférez des accusations extrêmement graves. Est-ce que vous ne pourriez pas... Est-ce que vous ne pourriez pas répondre à ma question, Madeleine Kondo? Le temps imparti à cette émission est bien réglementé. Merci de répondre à ma question. J'aimerais revenir à la question, Madeleine Kondo, avec votre permission. Bon, pour les deux passeports. Oui. Le président Laurent Gbagbo a salué un acte qui va dans le sens de l'apaisement et demande aux autorités ivoiriennes de faire plus vers la décrispation du climat sociopolitique. Est un politicien fin. Et je crois, et je souhaite même d'ailleurs,
qu'il ne tombe pas dans ce jeu. Parce qu'il a reçu 2 passeports. Un passeport ordinaire, parce qu'il est allé de façon ordinaire. Pour un citoyen ordinaire réclamer un passeport de façon ordinaire, qui lui avait été refusé et qu'il a reçu aujourd'hui, où nous parlons. Maintenant, je pense que M. Laurent Gbagbo, en tant que citoyen ivoirien, devrait utiliser ce passeport-là pour rentrer en Côte d'Ivoire. M. Ouattara lui a fait un 2e passeport qui est le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, c'est quoi? C'est un passeport de service. Quand on vous remet le passeport diplomatique, en principe, il est accompagné d'un billet d'avion. Parce que vous êtes en service, vous allez en mission. À ce titre, je pense que le président Laurent Gbagbo est très intelligent et qu'il ne va pas utiliser le passeport diplomatique. Et qu'il va utiliser plutôt le passeport ordinaire et il va faire un voyage ordinaire sur un vol ordinaire pour arriver dans son pays de façon ordinaire. Et les Ivoiriens, de façon ordinaire, vont l'accueillir. Ça sera une joie ordinaire dans des circonstances ordinaires. Le problème du passeport qui ressurgit aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on arrive à 2 passeports qu'on remet au président Laurent Gbagbo, je pense que c'est de la pure et simple distraction. Nous sommes là pour empêcher M. Ouattara d'aller prêter serment. Et c'est sur ça que nous travaillons. Et tout ce qui va découler de cette situation, tout ce que cela va engendrer, et tout ce qui sera là, quand il va chercher le 12 à prêter serment, tout ce qui va arriver, M. Ouattara et tous ceux qui l'ont soutenu, en l'occurrence de celui qui vient en tête, qui s'appelle M. Emmanuel Macron, président de la France, seront tenus responsables de tout ce qui va arriver. J'espère que ce n'est pas un appel à l'insurrection. Le plateau n'est pas indiqué. Le plateau n'est pas indiqué pour le faire. Je n'ai pas d'armée. J'ai été à l'école. J'ai appris les formes de démocratie ou bien les formes de gouvernement. Et je me suis attelé à m'attacher surtout à la démocratie. Voilà. C'est-à-dire un élu par le peuple et qui va travailler avec le peuple et pour le peuple. Je ne reconnais pas et je me lave les mains et je me tiens même très loin de ce que vous allez appeler insurrection, rébellion ou alors coup d'État. Je ne mange pas de ce repas. Je le dis parce que nous avons des gens qui pensent que nous aussi, nous allons vouloir engager notre rébellion. Loin de là. Mais nous avons les arguments à partir du comportement de M. Ouattara, à partir des actes qu'il a posés depuis 2011 à la tête de notre pays. Je vais vous faire une révélation. Et ça m'a toujours choqué. Comment se fait-il que vous avez prêté serment? M. Sarkozy est venu avec vous sur ce char français, vous aider à prêter serment. Mais c'est parce que vous savez que vous n'avez pas d'autorité. Votre autorité que vous voulez imposer aux Ivoiriens n'existe pas. Que vous avez prêté serment 2 fois. Ça, on n'a jamais vu ça. On prête serment une seule fois. Deuxièmement, vous avez prêté serment. Vous avez composé votre gouvernement. Vous êtes en train, d'après vous, de gérer les affaires du pays. Pourquoi vous continuez de poursuivre les partisans du président Laurent Gbagbo? Des jeunes qui n'ont fait que porter un t-shirt où il y avait la tête du président Laurent Gbagbo, qui ont été poursuivis. Il y en a qui ont été tués, il y en a qui sont en prison, qui sont décédés en prison. Même la gendarmerie, qui est la force régalienne, qui est tenue veiller à l'application de nos institutions, qui est censée protéger tout le monde, la gendarmerie s'est mise à sa disposition et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays, même si je suis à l'étranger, j'ai de la famille, j'ai des amis. La population ivoirienne même, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis là. Si aujourd'hui j'ai accepté ce matin de vous parler pour qu'on aille
en essayant d'expliquer ou alors de comprendre la situation politique en Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai pris la résolution et l'engagement de parler au niveau démocratique, de parler à mes chers frères et sœurs ivoiriens et de parler avec patriotisme. Je refuse qu'on m'attribue un parti politique parce que je ne veux pas être limité dans les actes que je vais poser. Je ne veux pas tomber sous le coup de ce qu'ils appellent la discipline du parti, que j'estime est une autre forme de dictature. Parce que si vous êtes au sein d'un parti politique, d'une formation politique, et qu'il y a des choses que vous avez reprochées à un parti politique et vous êtes venu créer ce parti politique-là, pourquoi vous devez reprendre les mêmes fautes que les autres ont eu à faire? C'est pourquoi j'ai toujours refusé d'appartenir à un parti politique, parce que je pense que les Ivoiriens ont assez souffert et dans ces conditions, ils doivent avoir le temps de la paix, le temps de se recueillir et le temps de penser à leur avenir pour les plus jeunes, à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, pour nous qui tendons maintenant vers le 3e âge. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai rien à voir avec une insurrection ou bien une révolte ou bien un coup d'État. Ça ne me ressemble pas. Voilà, c'est clair. J'ai les arguments et je les invite sur des plateaux pour qu'on parle de ce qui va améliorer la vie des Ivoiriens et même instaurer une paix véritable entre les Ivoiriens et tous les pays qui nous entourent et le reste de l'Afrique de l'Ouest comme le reste du continent africain. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà qui est clair. Souleymane Amdat, j'aimerais votre avis sur la dernière sortie, sinon la première sortie après sa libération du président Laurent Gbagbo. Visiblement, l'homme n'a pas appelé à la désobéissance civile comme l'opposition avait pu le faire. Est-ce que selon vous, c'est une stratégie qui n'était pas payante, le fait d'appeler à la désobéissance civile? Pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas choisi de donner caution à cette désobéissance civile-là? Non, mais une désobéissance civile n'a jamais rien fait de bon. Hein. Quand on fait toute analyse sur les différents événements qui poussent vers une désobéissance civile, la désobéissance civile en elle-même profite toujours au pouvoir en place. Hein. Ça a toujours profité au pouvoir en place. Il faut revenir à la personnalité du président Gbagbo. Il faut reconnaître que c'est un homme qui est un homme de paix. Dans tous ses propos, depuis que nous avons connu le président Gbagbo, depuis 1990, c'est toujours pas le dialogue qu'il cherche à régler ses problèmes. Il a toujours eu sur lui, n'est-ce pas, le bon vouloir et l'esprit patriotique d'aller vers toujours un dialogue. Dans sa dernière sortie, face à votre confrère de TV5, vous avez vu, il a opiné et à un moment donné, il a dit, mais lui, il pense qu'il a manqué quelque chose dans tout ce qui s'est passé jusqu'à là. On lui a demandé quoi? Il dit, asseyons-nous et discutons. Cette petite phrase-là résume en fait toute l'interview qu'il a fait. Et vous voyez là. C'est un animal politique. Ah, mais un véritable. Donc ça peut aussi participer de la stratégie politique. C'est possible. À mon avis, le président Laurent Gbagbo, on ne peut pas faire de la politique dans un état de guerre. Vous reconnaissez avec moi que quand on n'est pas en paix, on ne fait pas de la politique. On recouvre d'abord la paix. Il faut de la sécurité pour aller vers la politique, le développement, l'économie, etc., etc. Si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, tout ce qui se fait là, c'est du yo-yo. Il faut d'abord s'asseoir, discuter, aller vers les points de convergence, s'entendre sur ces points-là, et voir les points de divergence sur lesquels on pourrait opiner, discuter et trouver éventuellement des solutions. Mais ils savaient qu'en Afrique, on est souvent d'accord sur nos désaccords. On commence toujours par là. Au lieu de s'attaquer à l'essentiel, on s'attaque aux détails et on est là, on tire, on va de droite à gauche, on ne permet pas au débat d'évoluer. Il va falloir que les Ivoiriens, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, les hommes passent,
le président Ouattara passera, le président Laurent Gbagbo passera, le président Henri Konan Bédié passera, mais l'État ivoirien demeurera éternel. Il va falloir que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Et quand je dis prendre leurs responsabilités, c'est aller vers une paix véritable. Il ne sert à rien d'instrumentaliser des jeunes qui prennent des machettes, qui vont couper d'autres jeunes, et les plaies s'élargissent. Et le climat social se déchire. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et face à cette tragédie, oui, le discours du président Laurent Gbagbo est la bienvenue. Donc il va falloir qu'il rentre et fait stratège, comme vous l'avez dit, qui puisse, avec ses partisans, décider de comment il faut se battre pour aller vers une paix véritable. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un 3e ou un 4e ou 5e mandat. Il s'agit que les Ivoiriens doivent avoir la paix chez eux. Et partant de cette paix-là, rebondir maintenant sur ce qu'ils veulent faire de leur pays, aller vers une démocratie ou une autocratie. Parce que ces derniers temps-ci, la démocratie, comme je vous l'ai dit, elle a été décriée. En France, même où des députés même se lèvent pour dire qu'ils sont devenus un État barbare, un État dictatorial. C'est pas en Afrique où on nous dit, on reconnaît quelqu'un qui a été élu dans les conditions calamiteuses, qu'on dira pas qu'il y a une démocratie. On est en léthargie. On est en difficulté énorme sur le plan de l'idéologie démocratique en Afrique. Et je reviens encore une fois pour dire, l'Afrique doit se chercher sa propre voie. Et nous, à notre niveau, nous informons et nous discutons avec nos confrères africains, ceux qui sont consultants comme nous, et les jeunes vers lesquels nous devons y aller, qu'il faut un recours à l'authenticité. Il faut retourner à l'authenticité. Nous sommes africains, nous restons africains. Ça ne fait pas de moi un xénophobe, parce que je suis habillé en costume. Je pourrais mettre mon abada aussi. Mais dans ma tête, je reste un panafricaniste convaincu. Il va falloir qu'on retourne vers l'afrocentricité. C'est la nouvelle idéologie de l'Afrique. Tout le reste, là, on a essayé, chez nous ici, on a connu des régimes militaro-marxistes, on a connu un peu des partis communistes, on a connu il y en a plein là, des partis dits démocratiques. Enfin, on ne se retrouve toujours pas. Et ceux qui nous vendent la démocratie, c'est ceux-là qui, en fait, insistent à ce qu'on ait des régimes autoritaires. Alors, de grâce, Africains, Africaines, réveillons-nous et retournons à l'authenticité. Madeleine Kondo, la démocratie doit-elle être mise entre parenthèses, selon vous? La démocratie doit-elle être mise entre parenthèses? Est-ce que le modèle démocratique que nous prônons, que nous pratiquons en Afrique, est-ce que c'est ce modèle-là qui ne nous correspond pas? Est-ce qu'on doit repenser le mode de gouvernance en Afrique et donc le modèle démocratique qui est adopté? Merci. Et ce que je vais dire, je suis un peu déçu quand nous parlons de... Oui, les Blancs nous ont envoyé nous ont envoyé la démocratie, les Blancs nous ont imposé la démocratie. Je m'inscris en faux toujours devant cette assertion parce que dans nos sociétés, on a vécu sous la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi que dans les villages, les chefs de village se choisissaient comment? C'est pas quelqu'un qui se lève dans un petit village vers Cotonou qui se lève et puis dit « Moi, je suis le chef du village ». Non, ça fait l'objet de consensus, de réunion d'abord même par les patriarches ou bien les chefs de quartier dans le village, et puis on va choisir quelqu'un. Je vais vous donner par exemple une parenthèse, je vais faire une parenthèse sur ce qui se passe dans les royaumes. Même les princes qui doivent remplacer, qui ont la possibilité de remplacer le roi, on choisit le prince qui va nous aider à vivre en harmonie avec les autres royaumes ou alors les autres peuples. On ne choisit pas le fils palabreux du roi pour nous envoyer des palabres, je ne sais pas, créer des foyers de tension autour de nous pour affaiblir le royaume. C'est pour dire que cette démocratie-là, qui est la démocratie non intéressée, parce que la démocratie telle que conçue par les Blancs, les Européens, toutes ces personnes-là, c'est la démocratie intéressée.
Ils choisissent et ils imposent, dans un semblant d'élection, ils imposent celui qui va assurer leurs intérêts dans nos pays. Quitte à nous affamer, nous asphyxier ou alors nous tuer, à partir du moment où leurs intérêts sont préservés, ce sont des gens qui vont demeurer et qui vont rester. Alors que si, tel que vous avez dit, nous devons revenir, tel que M. Hamza a avancé tout à l'heure, que nous devons revenir à nos fondamentaux, c'est pour dire que même si vous estimez que vous êtes le plus fort ou bien le plus intelligent et qu'il y a des choses qui ne vont pas avec la fonction de chef de village ou bien de président ou bien de maire ou de député, on doit s'arranger par le vote clair pour ne pas vous porter dans le siège parce que vous allez nous créer trop de problèmes. On ne peut pas vivre éternellement dans les problèmes. Celui qui sort, ou alors, si vous êtes à la fin de votre mandat, il y a des choses que vous avez eu à faire qui ne vont pas avec la vie et la quiétude du peuple. Le peuple veut vous rendre responsable. Donc, en vous demandant des comptes, soit le peuple s'engage dans un vote sanction et vous dégagez, ou alors, même si vous devez être reconduit, cela veut dire que ce que le peuple a eu à vous dire avant de vous accorder encore son suffrage, vous devez en tenir compte. Parce qu'on a vu dans des pays, vous êtes sous votre mandat et le peuple s'est imposé pour mettre fin à votre mandat avant même l'échéance prévue. Et donc, pour moi, c'est à ça que nous devons arriver aujourd'hui. Nous devons cesser de pratiquer la démocratie intéressée, c'est-à-dire la démocratie occidentale. C'est une démocratie intéressée où on ne tient pas compte de la valeur intrinsèque du candidat, de son programme de gouvernement. Soit on accepte de le suivre parce qu'il a beaucoup d'argent, soit on accepte de le suivre parce qu'il est de notre ethnie, soit on accepte de le suivre parce qu'il est de notre religion, ou alors de notre famille. On ne peut pas construire un pays avec ce genre de pratiques. Et nos parents, nos grands-parents avaient vécu sous des démocraties, comme je l'ai déjà expliqué, mais qui ont fait la paix entre les peuples, la paix entre les différentes religions. Vraiment, voilà ce que j'ai à dire sur ce plan-là. Et c'est clair, par rapport au président Laurent Gbagbo, il s'est aussi montré défavorable à la participation des cadres donc, du FPI qui lui sont restés fidèles au Conseil national de transition, proclamé par des opposants. Est-ce que cette affaire de Conseil national de transition n'est pas une boîte de Pandore? Quand on crée, on va dire, un gouvernement bis avec une autorité qui est parallèle dans une république, est-ce que ce n'était pas une faute politique aussi de la part des opposants qui ont voulu engager les cadres du FPI Gbagbo, mais visiblement le président Laurent Gbagbo n'a pas donné sa caution à cela non plus. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore dit son dernier mot. Donc il est normal que de loin, il puisse avoir cet avis-là, n'est-ce pas, de ne pas laisser plonger sa troupe peut-être dans l'incertain, je dis peut-être. Le CNT est un organe qui a été, si je m'en tiens à son porte-parole, qui était affilié à l'époque, le CNT a été créé dans un but de pallier à une supposée absence de pouvoir. Je dis bien une supposée absence de pouvoir. Et si tel est le cas, le président Laurent Gbagbo, n'ayant peut-être pas été consulté, ou ayant été consulté, a dû émettre un avis de ne pas voir des éléments du FPI plongés dedans, pour des raisons qui lui sont propres, et qu'il n'a pas évoqué devant, qu'il n'a évoqué devant aucune presse. Il faut lui reconnaître le crédit que, de loin, on n'apprécie pas souvent ce genre de situation, comme quelqu'un qui est à côté ou à l'intérieur du pays. Donc, laissons-lui le temps de retourner en Côte d'Ivoire, de prendre le pouls de la tension politique actuelle, la situation politique, la situation économique, socio-culturelle et culturelle, et à partir de là, vous l'entendez parler, sûrement. Il a encore son mot à dire dans la vie politique ivoirienne, et je souhaite qu'il ne se gêne pas de faire tout ce qui serait en son possible, ou tout ce qui lui serait possible pour amener la paix en Côte d'Ivoire, en commençant déjà par le FPI. Vous savez que le FPI, il est fractionné.
il y a le FPI à Fingessa, il y a le FPI Laurent Gbagbo. Donc il va falloir maintenant un bon leader. Et je crois qu'il a toujours, à l'avoir entendu et avoir vu agir ces derniers temps-ci, il a vraiment le gouvernail du FPI. À Fingessa même le reconnaît que si le président Laurent Gbagbo rentrait, que lui, il se mettrait sur la touche. Donc, le FPI d'abord doit aller à la réconciliation totale, n'est-ce pas? Et de ce pas, se donner une feuille de route dans peut-être une reconquête du pouvoir ou aller vers la paix. Mais la paix est ce qui manque aujourd'hui aux Ivoiriens. Et que vous soyez RHDP, FPI ou je ne sais pas, je ne sais quel autre parti, vous devez aller vers la paix. Sans la paix, vous ne construisez pas une démocratie, soit-elle de parodie ou une véritable démocratie comme nous la réclamons. Et notre souhait, c'est de voir, c'est un souhait de panafricain, c'est de voir un leader demain qui ait des pensées panafricanistes prendre le devant de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que les Ivoiriens doivent se battre, si tel est que ils veulent que leurs droits soient reconnus, et non des droits soumis par une certaine communauté internationale qui se cache dans l'ombre. Madame Kondo, Charles Blé Goudé s'est prononcé via un communiqué. Il a dit avoir été informé au téléphone par le président Laurent Gbagbo lui-même de ce que son passeport lui a été délivré. Il a dit qu'il prend sur lui la responsabilité d'ouvrir le chemin de notre retour vers la mère patrie. Est-ce que selon vous, Charles Blé Goudé doit aussi être intégré à ce prochain retour en Côte d'Ivoire, vu que visiblement il a été jugé en même temps et donc acquitté en première instance aussi avec le président Laurent Gbagbo? Absolument. Merci de me donner la parole. Absolument. Parce que ce que nous faisons, même si la grande partie de notre bataille, de notre combat se situe au départ de M. Ouattara et aussi au retour à l'état de droit avec les libertés préservées et respectées, il y a aussi sur l'autre volet. Bon, pour le moment, on est en train de parler de M. Ouattara qui doit partir. Et les gens, surtout ceux qui m'appellent ou bien qui viennent sur ma page pour discuter avec moi, me disent « N'oubliez pas le retour des exilés et puis la libération des prisonniers. » Mais ça fait pas... C'est comme si vous me demandez « Madame, vous allez faire la cuisine, est-ce que vous avez besoin d'eau ?» Ce n'est même pas des questions qu'on doit me poser. Parce que ça est sur la table. Ça ne bouge pas. On va toujours dépoussiérer ça pour ne pas que la poussière nous fasse oublier ce fact-là, ce fait-là. Vous m'excusez s'il y a des mots anglais qui me glissent là. Pour vous dire que le retour de tous les fils du pays, le retour de tous les fils, la libération de tous les prisonniers, que ce soit des prisonniers. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que c'est la première fois que nous voyons ça. On arrête des gens, on les fait passer devant le juge. On fait un mandat de dépôt et c'est à ce moment-là qu'on cherche les chefs d'accusation. Mais ça veut dire que c'est le monde à l'envers. Quand vous vous présentez devant quelqu'un pour l'arrêter, vous lui dites pourquoi il doit venir avec vous ou alors pourquoi vous l'arrêtez. Mais vous amenez des gens avec vous. Vous amenez des gens avec vous par l'intimidation, par la force et puis par des menaces. Et ils arrivent à la DST ou bien à la police, à la brigade de recherche. Et c'est devant le juge qu'ils apprennent ce qu'on leur reproche. Si vous écrivez une convocation à quelqu'un, mettez dessus pourquoi vous convoquez la personne. Parce que dans un procès, ou alors quel que soit ce qui se passe, quand vous trouvez devant les autorités, les forces de sécurité, vous êtes amené à vous expliquer. Vous avez ce droit-là. Ce n'est pas au moment où on vous prend dans le cargo de la Maka ou bien de la Mama qu'on va vous dire ce qu'on vous reproche. Ça, c'est un. Deux. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour dire à M. Blé Goudé, mon frère, que le président Laurent Gbagbo l'a appelé. À partir de ce que le président Laurent Gbagbo lui a dit,
il doit rester calme, comme un pêcheur à la ligne. Le président a dit, je suis en train d'engager le processus de notre retour. Il n'a pas dit de mon retour, il a dit de notre retour. À ce titre, M. Blé Goudé doit garder son calme, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs. Il doit garder son calme et aller dans le sens des démarches du président Laurent Gbagbo. Ce sur quoi je veux insister encore, c'est qu'on avait parlé de paix, on a parlé de désobéissance civile. La désobéissance civile est prévue dans notre loi fondamentale. C'est une forme, une autre façon d'exprimer votre mécontentement. Maintenant, la façon dont M. Alassane Dramane Ouattara a accueilli ça, ça ne regarde que lui. Parce que dans sa peur et dans toute sa nervosité, ils ont préféré envoyer des microbes, des milices, convoyés par les forces de sécurité que je ne reconnais même plus comme des forces de sécurité, mais les forces du mal, pour agresser la population. Si vous voyez que le président Laurent Gbagbo, comme M. Hamza l'a dit, c'est un homme de paix. Si vous voyez que nous tous, que ce soit les gens de la sous-région ou alors du continent et même certains de ses admirateurs au niveau européen et puis américain et disons mondial, aujourd'hui lui reconnaissent son esprit de paix et sa volonté de paix, il a posé des actes. On peut revenir dessus. Quand vous êtes à la tête d'un parti ou alors d'un pays et que on vous dit vous devez venir pour qu'on trouve un accord de paix. Monsieur, vous savez où ils sont partis? Libreville, au Gabon. Ils sont allés en Afrique du Sud. Ils sont allés à Lomé. Ils sont allés où encore? À l'Inamakoussis. À Ouaga, tout ça. Vous pensez, et même Kléber, Marcoussis, tout ça. Vous pensez qu'il le faisait dans l'intention de brûler la Côte d'Ivoire ou alors d'amener le peuple ivoirien à s'entretuer? Non! Je pense qu'il a appris beaucoup auprès de Feu Félix Houphouët-Boigny. De par la lecture, en tant qu'historien, de par la lecture de certains discours du président Feu Félix Houphouët-Boigny, de certaines démarches avec la France, de certains actes de la France-Afrique. C'est pourquoi il a toujours dit il fallait qu'on économise des vies et aller à la paix. Même il a accepté de ces humiliations. Si on vous dit les conditions dans lesquelles il a accepté de signer certains accords, le premier même de Marcoussis, s'il n'avait pas posé sa signature, le président Laurent Gbagbo, tel qu'il nous a expliqué, parce que quand quelqu'un parle, il faut lire entre les lignes. Et puis, il nous a dit, il faut surtout insister, chercher à comprendre le non-dit. Quand il a parlé de ça, ça veut dire que s'il n'avait pas signé à Marcoussis, il ne revenait pas au pays. Il ne revenait pas en Côte d'Ivoire. Donc, il a fait pourquoi? Et il savait très bien que si d'aventure, il y a quelque chose qui lui arrive là-bas, mais entre nous, à Abidjan, ou alors en Côte d'Ivoire, on verra qui est qui. Mais c'est pour préserver la paix, la cohésion sociale. Mais vous savez, quand vous êtes rebelle et que celui contre qui vous vous rebellez vous demande de discuter, parce que vous n'êtes pas tellement intelligent et puis vous n'avez pas cette sagesse même dans l'esprit, vous pensez que c'est parce qu'il est en position de faiblesse qu'il le fait. Et pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est parce que vous êtes en position de faiblesse que cette démarche pour apaiser les cœurs et maintenir la cohésion sociale, vous préférez ne pas aller dans ce sens-là parce que vous serez lésés. Nous n'avons pas connu de guerre jusqu'à ce que M. Ouattara et ses amis rentrent sur la scène politique. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Il dit qu'il n'est pas le père de la rébellion, mais il y a plein de documents, il y a des vidéos, il y a ses démarches, il y a ses relations avec tous ceux avec qui il a composé. Il parle du président, revenons même aux 20 ans du président Laurent Gbagbo et de celui de M. Soro Guillaume. Mais ça veut dire que lui-même là, il devait avoir les 20 ans du président Laurent Gbagbo, en plus des 20 ans de M. Soro Guillaume. C'est-à-dire, lui, il devait se retrouver avec au moins 40 ans. Parce qu'il a bénéficié de l'argent que les gens collectaient dans les zones
d'occupation, les zones assiégées. Il a bénéficié de l'argent de la casse de la BCEAO. Il a bénéficié jusqu'à ce jour de l'argent des détournements. Je n'invente rien. Il y a des émissions. Quand la DGSE dit que M. Ouattara est en train de blanchir de l'argent, 9 ans après son pouvoir, je dirais que c'est l'Église qui se fout de la charité. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. M. Ouattara a eu à déplacer des sommes beaucoup plus colossales, beaucoup plus importantes. Où était cette DGSE de France pour parler en 2020 de détournement de M. Ouattara? Mais pourquoi il ne continue pas de taper ce tam-tam? Aujourd'hui, où ils ont reçu les marchés pour le train de la mort, le métro abidjanais, pour les marchés réattribués à Bolloré et Bouygues, qui ont été arrachés aux Chinois. Voilà. Madeleine Kondo, nous allons revenir en plateau. Souleymane Hamzat, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, la situation de Maurice Kakou-Guékaoué, numéro 2 du PDCI, de Pascal Affi-N'Guessan, sont aussi des situations qui doivent être réglées? Incontestablement. Si nous allons vers la paix, il faut libérer. Mais il n'y a pas de détails par rapport à ça. Tous les détenus politiques doivent être libérés. Les détenus d'opinion libérés. Tous les militaires, généraux, officiers, hommes de rang, libérés. Quel que soit ce qu'on a pu leur reprocher. Parfois, il faut... Quel que soit ce qu'on a pu leur reprocher. Si vous cassez malheureusement pas les yeux, vous ne faites pas d'omelette. La Côte d'Ivoire recherche une paix. Et dans un souci d'apaisement, il faut aller vers... Et les crimes de sang, on en fait quoi? Écoutez, il y a eu énormément de crimes de sang en Afrique du Sud. Le Rwanda en a connu pire. Mais il fallait aller vers... Ce qu'a connu le Rwanda, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la moitié. Vous convenez avec moi? Et pourtant, il y a eu une assise, il fallait faire une paix, un pardon, une réconciliation. Ils y sont allés. Et aujourd'hui, le Rwanda est devenu ce qu'il est devenu. Allez à Kigali. C'est un petit paradis. Vous avez du bonheur à vous balader dans Kigali. Mais il va falloir que la Côte d'Ivoire, aussi belle qu'elle soit, l'une des plus belles femmes que nous avons de la sous-région, puisse retrouver ses apparats de belles femmes. Et ça passe par un apaisement obligatoire de toutes les forces en présence, qu'elles soient militaires, civiles, politiques, économiques, tout ça. Il faut que les Ivoiriens s'asseyent. Et comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, il faut discuter. Sans la discussion, on n'y va nulle part. On va retomber dans les travers d'hier et ça va être le même scénario, un bis repetita malheureusement. Madeleine Kondo, votre mot de fin, un appel à la paix peut-être? Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte sur votre chaîne. Pour terminer, j'appelle tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire à regarder dans une seule et unique direction, la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Je vais clôturer pour dire ceci. Le président Houphouët-Boigny a souvent dit la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Il faut que les Ivoiriens aillent vers la paix. D'accord. Voilà, et on vous aura compris, Madeleine Kondo, de long en large, vous êtes, on va dire, fait le porte-drapeau donc de ceux qui estiment qu'il faut que les choses changent, il faut que les lignes bougent. Vous êtes panafricaniste, vous êtes présidente fondatrice de l'ONG AUHR, African Union for Human Rights. Un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau pour parler de la Côte d'Ivoire. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, sur des questions de protection et de sécurité. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de votre émission De Vue.